Bonjour à tous, bienvenue depuis le campus Eiffel à cette troisième édition des rendez-vous des dirigeants IFG Live, donc depuis le campus Eiffel, et nous allons recevoir aujourd'hui un invité qui est spécialiste de la transformation digitale pour les clients, et ce sera Jean-Bernard Della Chiesa qui sera notre invité tout à l'heure, et vous allez voir, il va vous en apprendre beaucoup, c'est ce qu'il a fait pour moi d'ailleurs, dans toute cette révolution qui est, j'allais dire, qui s'annonce, mais qui est déjà aujourd'hui présente dans nos vies de consommateurs. Avant de démarrer avec cet invité qui nous rejoindra dans quelques minutes, eh bien, je reçois le directeur des programmes de l'exécutif MBA de l'IFG. Bonjour Jean Alessandri, vous êtes mon invité habituel en début de l'émission IFG Live, et vous allez nous parler de ce programme que vous dirigez. Alors, à l'IFG d'abord, c'est près de 60 ans, plus de 60 ans, je dirais, d'existence. Nous sommes les leaders en transformation managériale. Nous sommes vraiment les spécialistes de la transformation managériale. Nous faisons beaucoup de formations de niveau Master MBA, notamment des formations 100% en ligne, puisque nous avons commencé depuis plusieurs années, nous aussi, à nous intéresser au digital. Et sous l'impulsion d'un partenariat avec des Américains à l'époque, effectivement, nous avons lancé tout un programme 100% en ligne qui fait fureur aujourd'hui, puisque nous le vendons jusqu'au fin fond, je dirais, de l'Afrique, avec beaucoup de participants qui nous viennent de l'Afrique. Nous avons d'autres programmes que l'on appelle blended, c'est-à-dire 50% présentiel et 50% online également, qui sont des Master MBA. Nous sommes en partenariat sur ces programmes avec la Sorbonne, et ce produit que nous appelons l'exécutif MBA CG permet effectivement d'acquérir toutes les compétences pour devenir le dirigeant de demain, ou bien pour, si on est déjà dirigeant, de consolider un petit peu ses bases de dirigeants pour pouvoir développer sa structure ou la structure que souhaite mettre en place le participant après la formation. Alors, Jean Alessandri, parlez-nous un petit peu de l'IFG. Comment, au fond, ce type d'école, de cycle d'études se positionne par rapport à ce qui existe déjà? Parce qu'au fond, il y a une offre importante, pléthorique. Et comment on devient original dans ce monde, au fond? On va recevoir quelqu'un qui est directeur de l'innovation du groupe Etam, donc qui est habitué à ces révolutions permanentes. Comment une école, un cycle d'études s'adapte, au fond, aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question, effectivement. C'est vrai que l'IFG a su, depuis 60 ans, évoluer et s'adapter, justement, aux différents courants. Parce qu'il faut expliquer que c'est une marque, l'IFG, connue au fond depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et qui doit forcément faire une révolution sur elle-même en permanence pour s'adapter à la modernité des temps. Absolument. Nous avons commencé, il y a pas mal d'années déjà, à faire du numérique avec des cours. On a commencé à lancer des cours online, comme on dit, donc où le participant vient écouter un professeur, un intervenant qui va parler d'un thème de stratégie, de marketing, de finance. Nous sommes passés sur ce qu'on appelle aussi des webinaires, c'est-à-dire des visioconférences pour un grand nombre, donc des salles de classe virtuelles. Nous avons également dans nos cours présentiels, puisque nous avons aussi des séminaires en présentiel, toujours bien évidemment, nous mêlons un petit peu de digital là-dedans, c'est-à-dire qu'on permet aussi aux intervenants et aux participants d'échanger via des mobiles ou des tablettes. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est essentiel pour un organisme de formation de prendre ce virage-là. Nous avons su le prendre avec des cours tout à fait simples, c'est-à-dire venir écouter un intervenant à distance sous forme de vidéo. Nous sommes venus ensuite à ce qu'on appelle le distanciel, c'est-à-dire vraiment écouter et échanger en live avec des intervenants. Et cette transformation digitale continue, puisqu'aujourd'hui, je dirais que les cours les plus demandés dans nos programmes, ce sont vraiment des cours 100% digitaux. Comment on ramène l'humain au sein du monde digital? C'est-à-dire comment on fait, au fond, quand on dirige un programme de ce type, pour que vos étudiants se connaissent aussi entre eux, mais j'allais dire de chair et d'os. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers pour qu'ils se connaissent? Alors, quand on parle de programme blended, c'est-à-dire 50% présentiel et 50% distanciel, effectivement, une fois par mois, ils se rencontrent lors de séminaires. Ça. Voilà. Quand c'est des programmes 100% en ligne, on a constaté effectivement qu'il fallait quand même des plages
de rencontres. Ah ouais. Et nous avons notamment mis en place un séminaire international que nous appelons le Discovery Expedition, notamment à San Francisco et aussi à Londres, Californie. où nous amenons effectivement, en Californie, nous amenons nos participants, plusieurs promos ensemble. C'est l'occasion pour eux de se voir, en chair et en os, de se connaître, de s'apprécier et de faire aussi du business ensemble. Donc ça, c'est inévitable. Et on pense même arriver demain à proposer un peu plus de rencontres, puisque ce sont des programmes quand même qui durent 14 mois, et au cours de ces 14 mois, faire justement des points de rencontre importants. Alors, par rapport au digital, on sait aujourd'hui que faire du digital passif, bon, ça a suffi, ça a vécu. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'il y ait une interactivité avec nos intervenants. Et là, pour ça, effectivement, c'est classes virtuelles où ils voient l'intervenant. Alors, à distance, c'est vrai, mais on peut échanger, on peut discuter. On peut poursuivre après. On peut poursuivre, voilà. Effectivement, ça permet effectivement d'humaniser un peu plus les rapports, les relations. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas des temps forts de rencontres, ça serait un petit peu dommage. C'est pour ça que ce Discovery Expedition que nous faisons à San Francisco, par exemple, marche très bien. Parfait. J'espère qu'on enverra des images au cours d'une prochaine édition de IFG Live, le rendez-vous des dirigeants. Alors, je vous propose qu'on découvre ensemble, Alessandrie, un sondage. Je vais poser la question d'ailleurs. Pensez-vous que la transformation digitale puisse révolutionner la relation client, justement? C'est des sujets que connaissent très bien mon invité dans quelques instants, qui sera sur ce plateau, Jean-Bernard de la Chiesa. On va poser la question et savoir donc la réponse à cette question de la part de ceux qui nous écoutent dans quelques secondes. Vous pourriez peut-être me dire en attendant pourquoi on pose ce genre de questions à ces gens qui font ce cycle-là? C'est pourquoi? C'est pour les motiver par rapport à les études, c'est important pour vous? C'est vrai, parce que le digital est très présent chez nous. Et effectivement, il y a des gens qui ne le connaissent pas vraiment, qui s'inscrivent à nos formations. Et à partir de ce moment, ils viennent découvrir un petit peu les choses. On va les accompagner, les épauler. L'accompagnement est très important quand on a des programmes digitaux. C'est très important d'encadrer, d'accompagner, pour que la personne se sente motivée pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient à cœur. D'ailleurs, les résultats, 98% de oui. 98% de oui. Voilà. Bon, on pouvait s'y attendre, bien Le sûr. contraire nous aurait étonné, Oui, effectivement. bien sûr. C'est de plus en plus présent. Bon, ça, vous c'est nous clair. confirmez en tout cas que dans votre programme, le volet digital est devenu absolument indispensable et que de toute façon, dans l'avenir, vous irez de plus en plus vers ça. Absolument, c'est incontournable. C'est vrai qu'on l'a pris, nous, à l'IFG, à l'Institut français de gestion depuis plusieurs années, et on va continuer sur cette voie, continuer à l'amplifier dans nos programmes, mais toujours avec cette connotation que vous avez très justement mise en évidence tout à l'heure, ce côté humain qu'il faut toujours conserver. Indispensable. Merci Jean Alessandri, directeur des programmes donc de l'IFG Exécutif MBA. On va passer maintenant à la présentation, un petit clip, vous allez voir, qui a été amené par mon invité, qui présente les contours de ce groupe très original, le groupe ETAM, et ce avant de recevoir mon invité, le directeur de l'innovation de ce groupe, Jean-Bernard de la Chiesa. On regarde ensemble les contours de ce groupe ETAM.
Voilà, mon invité est un très grand chanceux. À la fois, il se préoccupe de la révolution digitale. C'est un sujet absolument passionnant. On voudrait tous être dedans. Et en même temps, vous avez vu à quoi s'applique cette révolution digitale, puisque vous venez voir le clip de vidéo de présentation du groupe avec lequel et pour lequel il travaille. C'est de différences dont on va parler d'ailleurs. Un homme heureux, franchement, s'occuper du digital. Et en plus, avec ce type de, j'ose même pas dire produit, Jean-Bernard Della Chiesa, vous devez être heureux dans votre job, en tout cas. Comme quoi, hein, on peut joindre l'utile à l'agréable. Alors, un petit mot d'abord sur le groupe, hein, ça m'intéresse. Alors, il s'appelle le groupe Etam, mais il y a plusieurs marques à l'intérieur de ce groupe, certaines anciennes, d'autres nouvelles, pour remplir au fond tout un univers, hein, qui est cet univers au fond de la... presque du rêve, au fond, de la manière dont on peut devenir quelqu'un par le biais de ce qu'on achète. Exactement. Alors, le groupe Etam, c'est historiquement Etam, hein, d'où le nom, qui a été créé effectivement dans un cadre de bienveillance pour sublimer la femme, qui est une marque de lingerie et de prêt-à-porter. Nom très connu. Très connu, hein, pratiquement une des marques, je crois même la marque qui a la plus de notoriété en France. C'est exactement ça. Complété par une marque 1, 2, 3 qui a, elle, une vocation beaucoup plus prêt-à-porter, plus dans la vie de tous les jours, même avec un certain niveau quand même cérémonial. Et puis Undies, une marque beaucoup plus jeune, hein, finalement. C'est la petite sœur d'Etam, un peu impertinente. C'est quand même son but, qui est là, qui s'adresse effectivement à une cliente beaucoup plus jeune et avec un usage de la lingerie très différent de celui d'Etam. Beaucoup plus pour exprimer soi-même une différence. Voilà. C'est vraiment le but d'Undies. Absolument. Et puis Tami. Tami. Tami aussi. Alors, Undies, Tami, 1, 2, 3 et Tam. Oui. Alors après, vous avez aussi un ensemble de marques qui sont beaucoup moins connues en Europe, qui sont des marques chinoises. C'est ça. Elles sont, ça fait partie de cette joint venture qui existe avec une entreprise chinoise. D'ailleurs, on en parlait, c'est très intéressant. Pour s'implanter là-bas, vous avez dû, au fond, vous associer avec des Chinois. Oui, c'est toujours bien, effectivement, d'avoir un pied dans le marché et d'avoir des gens qui vous aident à connaître. Surtout là-bas. Oui. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours d'abord à vous. Alors, les sociétés avec lesquelles vous travaillez ont toutes réussi leur mutation digitale. Le sujet de cette émission, c'est aussi cette transformation digitale qui a au fond complètement transformé la relation avec les clients. Je ne peux même pas dire que c'est des clients, au fond, ça devient presque des militants, on a l'impression. Effectivement, aujourd'hui, on voit, alors je ne sais pas si ça vient des États-Unis, mais les Américains sont très en pointe là-dessus. Les enseignes ont, bien au-delà d'un savoir-faire produit, une mission. Et ça, c'est très important. On n'est pas là uniquement pour avoir des produits de très bonne qualité. Il faut aussi avoir quelque chose à apporter à la société. Et ce qu'on voit, ça dépasse même le retail, hein. Aujourd'hui, par exemple, Tesla ne vend pas des voitures. Il veut favoriser la transition des énergies fossiles vers des énergies propres. Ça a commencé par des voitures, on voit qu'il fait des capteurs solaires pour les maisons, il peut encore aller plus loin avec ses tunnels, l'Hyperloop et Tesla, enfin SpaceX derrière. Et donc on voit qu'aujourd'hui, le fait d'acheter un produit, ça concourt beaucoup plus à un acte militant de soutien que réellement d'achat d'un produit à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est en train d'arriver très fortement dans le retail français. Alors au fond, ceux qui subsisteront dans le futur avec cette concurrence quand même extraordinaire de toutes les marques, ceux qui gagneront cette guerre digitale, ce sont ceux qui auront des missions très caractérisées, qui arriveront à faire passer ces messages, au fond des messages de société, des messages de mode de vie. C'est ça votre analyse ? Demain, alors ce qui est très étonnant, c'est que le digital rend tout possible à n'importe qui à la base. Si on regarde bien avec le cloud, avec les outils open source, finalement, n'importe qui peut avoir une infrastructure de la taille du groupe Etam en termes informatiques. Avec quelques centaines d'euros aujourd'hui, Amazon et d'autres vous permettent d'avoir une différence. Exactement. Les réseaux sociaux vous permettent de toucher n'importe qui. L'intelligence artificielle, même si vous croyez qu'elle c'est très compliqué dans les faits, Amazon met à disposition gratuitement Alexa pour vous. Mais paradoxalement, suite à ce fait que n'importe qui peut avoir un accès à tout, paradoxalement, on s'aperçoit que le digital a tendance à tout focaliser sur un acteur dans chaque domaine. Vous vous rendez compte que finalement, vous avez un acteur pour le transport, c'est Uber. Un acteur pour la location des chambres, c'est Airbnb. Vous avez aux États-Unis
Et en Chine, pratiquement un acteur unique pour l'e-commerce. Aux États-Unis, Amazon, qui est pratiquement à 50% des parts de marché. Il faut se rendre compte de tout ce qui est vendu sur l'e-commerce. Et Alibaba, où là, on arrive pratiquement aux 80% pour la Chine. Donc, il y a ces deux contradictions de tout est possible pour n'importe qui, mais finalement, à la fin, il n'y en restera qu'un dans chaque domaine. C'est ce qu'on appelle le winner takes all. Et donc, pour être celui qui reste, en gros, il faut avoir une mission. C'est-à-dire celui qui a la position dominante dans le marché rafle tout. Exactement. Et pour ça, pour exister… Il y a intérêt à être dans la partie winner alors. Exactement. Et vous n'êtes pas le winner uniquement, on en parlera après, parce que vous avez uniquement les bons prix et les bons produits, mais aussi parce que vous avez des valeurs et les gens adhèrent pas à ça. Exactement. Et le bon message. Ouais. Alors, comment on fait pour être winner? Parce que, alors, vous, Jean-Bernard Delachiesa, vous êtes un winner. On va parler de votre vie professionnelle, qui, comme vie professionnelle, à succès a connu des hauts et des bas. Vous êtes planté, vous avez remonté la pente. Donc c'est très intéressant, je trouve, comme parcours pour des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ou des gens qui sont des cadres, qui sont en train de se retransformer au fond, de s'améliorer, en tout cas dans leur parcours professionnel, pour pouvoir aller plus loin. Basiquement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir un parcours comme le vôtre dans le digital? Il faut avoir tout oublié de ce qu'on a appris, il faut apprendre en avançant, il faut… voilà, c'est quoi le minimum de recettes vitales? Déjà, il faut être ouvert à tout. Oui. Aujourd'hui, effectivement, essentiellement, je travaille pour de la culotte. Mais dans les faits, au départ, mes études, c'est des études aérospatiales, sur l'intelligence artificielle, la robotique, donc rien à voir. Sauf qu'à un moment donné… Comment passer de l'aérospatiale à la culotte? Eh ben, au fond, c'est une succession d'accidents, mais chaque accident génère un rebond. Positif. Si vous savez tirer le constat de l'accident, effectivement. En fait, j'ai commencé effectivement dans l'informatique, alors déjà un peu moins technique, mais plus de gestion pour des entreprises de retail. Et puis après, je suis passé dans le côté métier. Puis après, un peu plus de ce côté métier, je me suis rapproché du côté strat. Et puis, à un moment donné, c'est une fusion de l'ensemble où je me suis dit, ben voilà, je vais faire un cabinet de conseil, je vais être entrepreneur. Je me suis lancé dans un cabinet avec des associés très intéressants. Et là, vous savez, vous avez besoin aussi d'avoir à un moment donné une masse critique dans tout entrepreneur. Je vous ai parlé du winner takes all. Et quand vous voulez être le premier, vous vous dites, il faut que j'aille plus vite que par mon simple développement. Donc vous vous dites à un moment donné, vous allez faire un développement, une croissance externe. Vous voyez, là, j'ai fait pas la pire erreur, c'était la meilleure erreur que j'ai faite finalement. Écoutez bien, hein, ceux qui nous écoutent, écoutez bien, parce que ce sont des erreurs à éviter qui amènent à un succès. J'ai fait ces croissances externes par fusion. Et en fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'avais la trésorerie pour acheter les sociétés, mais dans les faits, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute et je me suis dit, peut-être que je vais acheter une coquille vide et il faut que je garde les gens qui ont construit cette société que je suis en train d'acquérir. Sauf qu'à un moment donné, en fait, de fusion en fusion, vous cumulez les erreurs, vous cumulez les associés, et à un moment donné, vous n'êtes plus dans votre stratégie. Et dans une société où vous ne pouvez pas mettre en œuvre votre stratégie, vous n'allez plus assez vite. Et là, vous sentez qu'à un moment donné, vous avez fait une erreur. Le deuxième point, qui est par contre le côté intéressant dans ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, il faut tirer une conclusion de ces échecs. Et il faut les arrêter. C'est comme un créneau, quand il est mal engagé, à un moment donné, la meilleure chose à faire, c'est de se dire, je vais ressortir et je vais recommencer. C'est ce que j'ai fait. Je suis sorti et je suis allé au groupe Etam pour Undies, pour quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc il faut bien retenir ce parcours. Au fond, un parcours atypique doit mener à une carrière professionnelle passionnante aussi. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, on ne me dit pas c'est extraordinaire parce que tu es vraiment l'expert dans ce domaine. Ce qu'on me dit, ce qui est bien, c'est que tu as un regard et un avis sur l'ensemble du scope de l'entreprise. Et quand vous voulez innover, à un moment donné, ce qui est important, c'est ce parcours éclectique et cette vision éclectique des choses, de se dire maintenant, je ne suis pas l'expert de ça, mais je suis capable d'avoir un avis sur un ensemble de choses. Et donc, aussi, ce qui est important, c'est de se dire si je transforme l'entreprise, il faut que je la transforme complètement, de façon transversale. Et ça, c'est aussi un parcours, une somme de choses que vous aurez vues qui vous aidera là-dedans. En fait. Alors, notre but premier,
avant de vous inviter, c'était de convier le PDG, Laurent Melchior, à cette émission. Et puis finalement, on s'est dit que ça nous intéressera de la voir, bien sûr, mais c'était encore plus intéressant pour des gens qui pratiquent un MBA, qui sont dans le cadre d'une transformation personnelle eux-mêmes, pour avancer dans la vie, d'avoir quelqu'un qui, comme vous, en tant que directeur d'innovation, avançait tous les jours. Alors, j'ai retenu de la discussion qu'on a eue pour préparer cette émission, le fait qu'au fond, les marques, qui étaient quelque chose de très compliqué à construire, elles avaient un avenir radieux devant elles. Alors, il faut les transformer, mais au fond, c'est mieux de partir de quelque chose existant. Ah, bien entendu. Aujourd'hui, la relation, la notoriété, c'est quelque chose d'hyper important, mais essentiel. Je prendrai qu'un exemple. On va prendre Inditex. Un concurrent, Zara, tout le monde connaît Zara. Eh bien, je peux vous dire, je prends un magasin Zara, en France, et j'inverse juste le Ra Elsa. Vous voyez, je vais mettre Raza. Eh bien, je peux vous dire, il y a 2 fois moins de gens qui vont rentrer dedans. Même si c'est la même chose. La puissance de la marque. Et c'est ce que vivent aujourd'hui toutes les marques quand elles se déploient à l'international. Donc le marché historique, c'est une base forte sur laquelle construire avec sa notoriété, mais après, reste pour toutes les marques à réussir à franchir le pas de l'international. Et demain, la bataille se jouera là-dessus. Et heureusement, le digital nous aide à aller plus vite parce que construire un magasin, ça prend 4 mois, 5 mois. Déployer un site internet, ça se fait en 1 semaine, le temps de traduire. Alors, j'ai une interrogation qui me vient à l'esprit en vous écoutant. Je me demande, Jean-Bernard de la Chiesa, si on pourra, dans cette époque qui arrive, revenir en arrière, ou est-ce qu'on sera en permanence dans une course derrière le plus digital, du plus digital, du plus digital, d'encore plus digital. Est-ce qu'on reviendra à une relation client, j'allais dire visu, de la mano à la mano, ou voilà, de chair et d'os? Est-ce que ça reviendra? Est-ce que ça existera? Est-ce que le digital le permettra à nouveau? Est-ce qu'on pourra revenir en arrière de ce point de vue? Ça, c'est une vraie question, mais je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai des hésitations sur ce qu'il y aura dans 6 mois ou dans 1 an. Alors, est-ce que… À ce point-là. Ah, exactement. Vous savez, les technologies sont prises en compte de plus en plus rapidement. Internet a été créé, alors ça dépend si on parle de la partie militaire ou autre, on va dire les années 70, même si certains me situeront ça un peu avant. D'accord ? Il faut savoir que H&M a eu son site Internet le premier il y a 5 ans, uniquement. Alors qu'aujourd'hui, une technologie, l'iPhone, le smartphone a été inventé il y a 10 ans, regardez le taux de pénétration. Aujourd'hui, une technologie, en fait, se met en place de plus en plus rapidement. Donc la vie des gens, l'appréhension par rapport à ça change de plus en plus rapidement. Donc qu'est-ce que ça donnera dans 2 ans? Je ne sais pas. Mais il y a une vraie question là-dedans. C'est que deviendra le physique dans le digital? Voilà. Que deviendront les magasins? Est-ce que ça deviendra les oasis de physique justement dans un trop plein visiteurs peut-être? Aujourd'hui, si on regarde un peu les pure players, par exemple, qui eux, finalement, à la base, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas besoin de magasin, puisqu'ils ont réussi, Amazon a réussi son magasin, Apple pourrait très bien, dans un sens, en théorie, se passer complètement de magasin. Et pourtant, un Apple Store, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose sur lequel ils mégotent. Et Amazon est en train de lancer un réseau magasin. Mais un réseau magasin qui ne sera jamais comme lui, puisque aujourd'hui, par définition, il faudrait 3 fois les Galeries Lafayette d'Haussmann pour tenir toute l'offre de ce que propose Amazon, ce qui n'est pas… Donc, ça veut dire que le magasin a un sens pour eux, alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est quoi ce sens? Ce sens, j'ai parlé de mission, j'ai parlé de valeur. Ce sens finalement du magasin, je pense, je ne fais que penser, on verra si l'avenir me donne raison, je pense que ce lieu physique sera une façon de montrer, de partager les valeurs de la marque. Et on en revient à la mission. Ce sera un lieu de démonstration de ces valeurs, plus qu'un lieu de vente. Où l'humain aura sa part, donc. Où l'humain aura sa part. De nouveau. Et repartagera quelque chose. Et finalement, pourquoi est-ce que je vais chez Apple alors que je peux très bien l'acheter sur Internet? Je vais dans un Apple Store parce que c'est une façon pour moi, c'est un peu comme si j'allais dans le siège d'Apple, c'est un peu comme si j'allais chez Apple. J'étais invité par Apple à venir, et physiquement. Et ça, c'est important et c'est ça qui va rester plus que la vente. Alors, dans le cas des marques pour lesquelles vous travaillez, que vous représentez, ça a tout son sens. Quand on regarde le petit vidéoclip que vous nous avez amené, qui présente Etam, c'est vrai qu'on aurait envie d'approcher de près ces modèles qu'on voit. Et donc forcément, le digital ne couvre pas tout. La relation client à travers le digital ne couvre pas cette partie-là, où on a envie de voir les jolies filles qu'on a vues là, proches de nous. On a envie de toucher le produit, on a envie… Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce ne soit pas encore complètement pris en compte, y compris par les plus grands, y compris par
par vous qui êtes lancé dans cette énorme transformation digitale. Le fait d'être encore plus proche, mais c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, hein, mais c'est pas forcément, comment dire, c'est en cours de transformation. On est en train de voir, même d'ailleurs par des moyens digitaux qui sont un peu lourds, comment est-ce qu'on pourrait prolonger, par exemple, le défilé. Vous parlez du défilé, oui, on a envie de toucher. Super, ouais. On est on a envie d'y être. Typiquement, en ce moment, on est en train de se poser la question. Donc, vous vous posez la question. Comment est-ce que le défilé, qui est aujourd'hui réservé à 300, 400 privilégiés, pourrait effectivement être déployé de façon entre le dématérialisé et le physique. Exactement. Et ça, c'est un vrai défi. Bon. Peut-être que d'ailleurs la réponse va bientôt venir. Bon, vous m'invitez dès qu'il y a une application pratique de ce défilé. Alors, la place de la France dans le monde digital aujourd'hui, on se situe comment? Alors, on a un jeune président depuis quelques semaines, on a un discours politique depuis plusieurs mois. D'ailleurs, les hommes politiques dans leurs ensembles, même les plus à gauche, ont montré une capacité de transformer leur campagne en digital. Hein, on a bien vu les exemples de Jean-Luc Mélenchon, qui était en hologramme dans plusieurs villes de France en même temps. On a vu la puissance des réseaux sociaux dans une élection. Barack Obama lui-même, il y a donc presque 5 ans de ça, avait fait faire un nouveau pas en politique aux États-Unis avec les réseaux sociaux, qui avaient fortement contribué à son élection. Sa politique stratégique de communication sur Internet était extrêmement forte. C'est le premier président américain qui avait, dit-on, été élu grâce à ça. Exactement. La France se situe comment dans le concert des grandes nations industrialisées en termes de digital? Je pense qu'on n'a pas à rougir. Notre langue n'est pas un obstacle, par exemple. Ah, bien entendu que si jamais aujourd'hui l'anglais était remplacé par le français, ce serait beaucoup plus facile pour nous. De la même façon qu'effectivement, il y a une problématique de marché. Aujourd'hui, les acteurs américains et les acteurs chinois bénéficient d'une stratégie de marché beaucoup plus simple. Hein. Je veux dire, un produit qui marche pour les États-Unis, il marche pour 360 millions de personnes. Un produit qui est fait pour la France, il marche pour 60. En même temps, la francophonie progresse de manière phénoménale. 4e langue du monde à l'horizon 2025, avec des marchés entiers francophones qui s'ouvrent. C'est le cas de l'Afrique. Ceux qui nous regardent d'ailleurs en Afrique le savent. C'est une économie extrêmement vigoureuse. Et la France, dans tout ça, elle se situe où? Alors, attention. En tout cas, au moins pour le retail. Hein, le fait de vendre à un pays n'est pas uniquement une problématique de langue. Que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour la Belgique, très proche, que ce soit pour le Canada, vous avez peut-être qu'effectivement ces gens parlent tous français, mais ils n'ont pas tous la même histoire, ils n'ont donc pas tous les mêmes goûts, ils n'ont pas tous les mêmes attentes en termes de produits. Donc il faut une adaptation bien au-delà uniquement de la simple traduction linguistique. Hein. Ça, c'est très important. Il y aura un langage commun au digital qui sera autre chose que l'anglais. Est-ce que demain, il y aura une langue digitale qui pourrait être partagée par tous les habitants au fond de la Terre ou pas? Je crains fort que la langue digitale existe déjà et que c'est l'anglais. Aujourd'hui, vous prenez tous les mots digitaux. D'où la nécessité de maîtriser tout ça. Ah, mais ça, c'est une obligation. Alors, après, vous avez une capacité peut-être… c'est tellement d'ailleurs des mots anglais qui sont devenus des mots de référence que dans les faits, les techniciens, même non, j'allais dire naturellement anglophones, parlent déjà anglais sans s'en rendre compte. Mais pour en revenir sur cette… est-ce que le digital est à la traîne ou pas? Oui, enfin, le France est à la traîne ou pas sur le digital? Je pense qu'il y a deux niveaux. Je pense que sur tout ce qui est esprit start-up, on est vraiment pas du tout à la traîne. On est, je ne dirais pas à l'avance, mais vraiment, on n'a pas à rougir. Aujourd'hui, il y a une initiative extraordinaire comme Station F, des incubateurs qui existent déjà à Paris depuis longtemps. Il y a, Vous n'avez jamais été tenté d'aller vivre dans la Silicon Valley? Un peu comme tout le monde. Mais j'ai visité et finalement la France, Paris, c'est très intéressant. Ça reste aussi. attractif. Ah oui. Ouais. Mais la vraie problématique, parce que ça, c'est le premier étage de la fusée. Il faut beaucoup de startups parce qu'il faut énormément d'idées. Et de ces startups vont naître quelques idées. Et là, tout le monde ne pourra pas réussir. Tout le monde ne trouvera pas le Saint Graal demain. Mais il faut aussi construire les autres étages de la fusée. Et ça, c'est une problématique. On parlait de Macron. Oui. Macron est allé, a fait sensation il y a 2 ans au CES à Las Vegas. Eh bien, regardez bien, au CES à Las Vegas, il faut expliquer ce que c'est. Le CES, c'est le salon
C'est le Consumer Electronics Show. De toutes les technologies. Exactement, dans lequel c'est un peu la mecque des startups. Et des grandes sociétés aussi. Dans les faits, il y a un endroit où vous avez un dynamisme français qui impressionne même les Américains. C'est ce qu'on appelle l'Eureka Park. Oui, bien sûr. Donc toute la partie où il y a toutes les petites startups. Et là, effectivement, on peut être très fier. Maintenant, si vous allez dans les autres halls, où là, vous avez les très grandes sociétés, là, vous remarquez que quand même, les Français ont un peu disparu, il y en a, mais majoritairement, on se retrouve quand même face à des acteurs américains et des acteurs asiatiques. Et ça, c'est une vraie problématique. Il y a la problématique de la taille de marché, qui ne favorise pas. Et il y a aussi la problématique, je pense, d'une réflexion différente sur l'investissement. Aujourd'hui, en France, on est quand même très basé sur de la prudence, sur de la rentabilité. Alors effectivement, vous allez être aidé jusqu'à 1, 2, 3, 4 millions, 10 millions, 50 millions, vous pourrez être aidé. Mais on va vous demander très vite une rentabilité. Ce qui fait que vous allez freiner votre développement. Aux États-Unis, la problématique, c'est la top line. Montrez-moi qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous voulez. Et la rentabilité viendra sûrement d'ailleurs quand vous grossirez. Regardez aujourd'hui un Uber qui annonce 6 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards de pertes. Imaginons que ça soit passé en France. Je me demande même si la personne ne serait pas en prison aujourd'hui et si on ne dénoncerait pas un scandale du siècle en se disant « mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire passer ça sans que l'État réagisse ?» Vous voyez, Amazon s'est construit dans cette optique. Aujourd'hui, il est rentable. Mais pendant des années, j'ai entendu tous les acteurs français dire « ah oui, mais laissez-le, vous verrez quand il fera faillite parce que ça ne sera jamais rentable ». N'empêche qu'aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas directement partie de cette activité retail, mais il est rentable. Et ça, c'est une bonne leçon. C'est la leçon de se dire, à un moment donné, il faut aussi accepter d'avoir une logique d'investisseur, risque. Mais ce n'est pas dans notre mentalité. Non, on est trop prudent là-dessus. C'est vraiment, on commence jusqu'à l'Eureka Park, et vous allez voir qu'après, c'est les Américains qui vont récupérer les Français. Et votre explication, c'est dû à quoi? C'est culturel? Je pense que c'est culturel. Je pense que la stratégie de la prudence. Les jeunes qui se forment ici, dans le cas d'un MBA de ce type, doivent prendre ça en cause pour pouvoir avancer dans leur vie professionnelle. Exactement. Ils doivent prendre cette notion que vous indiquez. À un moment ou l'autre, il faudra passer le cap de l'international. Pour certains, c'est tout de suite. Tout de suite, certains vont dans la Silicon Valley faire leur start-up. Je vois des start-up aujourd'hui, c'est étonnant. Des start-up françaises que j'ai rencontrées à San Francisco et qui maintenant font l'effort de revenir, mais après un développement en France. Ça va plaire à Jean Alessandri, le directeur des programmes, qui expliquait que les rencontres qui sont organisées à San Francisco, évidemment, ont beaucoup de succès. Donc on voit bien que les Français peuvent aussi s'adapter à ce type de marché et à ce type de vie, au fond. Parce que c'est une vie. Exactement. Je vais donner mais même moi, je vais donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais à San Francisco et il y avait un pitch de plein de sociétés. Vous avez toujours plein de pitch, mais il y en a plein aussi en France. Et il y a une personne qui arrive qui dit, moi, je vais faire une machine qui va vous permettre de rêver à ce que vous voulez. C'est un casque, vous savez sélectionner. Je peux vous dire, dans la salle, j'étais un des rares Français, mais j'étais mort de rire. Et personne d'autre que moi riait. Les Américains étaient très sérieux. Et ils disaient, mais comment vous allez faire et compagnie. Vous voyez, ça c'est très français finalement. Je me suis dit après coup, je me suis dit, il y a quelqu'un qui veut me proposer de faire des rêves, je suis mort de rire. Et les Américains se disent, c'est bien, mais alors comment tu vas faire? Vous voyez la différence de perspective. Alors, on va prendre une question vidéo dans un instant, mais j'ai quand même une question sur un slogan fantastique qui illustre bien l'une de vos marques, une des marques pour lesquelles vous opérez cette transformation digitale, qui est la marque Andes. I am what I am, so what? En gros, je suis ce que je suis, et alors? C'est une attitude, ça, qu'il faut avoir dans la vie pour réussir. Des étudiants d'MBA ou des gens qui sont dans un parcours professionnel et qui veulent transformer ce parcours pour avoir une vie professionnelle meilleure. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, ça? Il faut être ouvert et il ne faut pas se contraindre. Et ça, c'est important. Vous ne ferez pas quelque chose de bien si à un moment donné, vous ne faites pas ce que vous aimez. Oui, c'est pareil bateau, mais c'est un fait. Mais il faut que votre environnement, alors personnel bien sûr, mais ça, on ne peut parfois pas toujours, peut pas toujours avoir le meilleur qui soit, mais il faut que son environnement professionnel le permette aussi, ça, cette attitude. Il ne faut pas que le jugement, le regard des autres vous empêche d'avoir cette attitude. Je suis ce que je suis, voilà. Il y a deux choses. L'environnement professionnel, il y a une grande partie, c'est vous qui allez le contrôler. Dans le futur. N'empêche que vous irez travailler là où vous avez envie d'aller travailler.
Hein, bien entendu que des fois, on va se dire, mais n'empêche que ça, c'est important. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, je vous engage à avoir de la mobilité. Hein, vous n'êtes pas contraint. Alors après, il peut toujours avoir une problématique ou autre, mais dans les faits, c'est quand même un point très important. On dit d'ailleurs qu'on aura plusieurs métiers dans une vie, qu'on bougera partout. Exactement, et c'est très bien vu. Hein. Aujourd'hui, on ne demande plus, on ne s'attend plus à ce que, attends, je vais investir sur toi parce que je suis certain que tu vas rester. Aujourd'hui, le groupe Etam a investi sur moi. Dans les faits, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est leur dire, je ne resterai pas plus d'1 an. Alors, ça fait 1 an et demi, je vais partir, mais ça s'est construit comme ça. Et ils m'ont dit, bah, très bien, tant mieux, c'est déjà très bien. Et le deuxième point sur cette ouverture, c'est que, comme j'ai dit, à un moment donné, il va falloir que ça va se voir et ça va se comprendre aussi. Si jamais vous ne contraignez pas, que vous êtes naturel, ça se comprend. Et aujourd'hui, je pense que la société a suffisamment changé pour ça. Eh bien, c'est Jean-Bernard Della Chiesa, le directeur de l'innovation du groupe Etam, qui est notre invité aujourd'hui dans IFG Live, les rendez-vous des dirigeants. Et on va écouter une question qui nous est posée via une vidéo par Cécile Masson. On l'écoute et on va y répondre. Bonjour, Cécile Masson. Je suis présidente de la holding Loisirs Expansion, spécialisée dans le développement du loisir familial indoor en région Hauts-de-France. Je suis la formation exécutive MBA ICG General Management et suis cliente Etam, d'où ma question. En quoi la digitalisation permet-elle de mieux fidéliser ses clients? Merci. Eh bien, Cécile Masson, vous avez celui qui peut répondre à votre question. Jean-Bernard Della Chiesa, directeur de l'innovation du groupe Etam. En tout cas, bonjour Cécile, merci pour cette fidélité, justement. Comme on l'a expliqué juste avant, aujourd'hui, la marque ne fait pas que vendre des produits, elle a une mission. Et aujourd'hui, elle n'a pas une mission, voilà, j'ai une mission, je vais faire cette mission tout seul, hein, et puis je vais rendre ça possible. Aujourd'hui, la marque, non seulement elle a une mission, mais les gens veulent participer à cette mission. Les gens veulent, quand on parle plus de clients, presque on parle de militants. Et aujourd'hui à Undis, on a fait ce qu'on appelle la Undis Family. Et on leur permet de participer. Vous avez dit, hein, j'ai pris ma différence, I am what I am, so what. Eh bien, on leur dit, ben, aujourd'hui, effectivement, ça n'aurait pas de sens qu'on ait une mission et qu'on soit seul et qu'on ne vous demande pas, qu'on ne vous permette pas de nous aider dans cette mission. C'est au travers des réseaux sociaux qu'on a un contact. C'est au travers aussi, par exemple, vous savez, on a aujourd'hui dans le site internet les gens qui disent « Ok, c'est très bien, il y a des avis des clients, mais j'aimerais avoir un avis en live et j'aimerais avoir un avis d'un client, de quelqu'un de la Undis Family et pas forcément d'un vendeur ou j'aime bien aussi le contact entre nous. » Et donc, il y a un outil qui s'appelle une startup qu'on a pris qui s'appelle Tokiwoki et qui permet en fait aux gens, et il n'y a pas de test de sélection, exactement, aux gens d'être ambassadeurs à la marque et de répondre aux autres. Ils répondent, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, eh ben, nous, on répond aux gens, on a un service client, comme tout le monde, mais on a aujourd'hui des milliers de personnes qui répondent. C'est plus crédible en plus. Parce que c'est pas un ambassadeur de la marque, c'est pas quelqu'un qui a un intérêt avec la marque. Ah non, il n'y a absolument aucune rétribution. Donc sa réponse, elle n'est pas dirigée pour favoriser la marque. Et potentiellement, il y a du vécu derrière. Vous savez, un vendeur, bien entendu, mais il ne peut pas vivre toutes les situations. Quelqu'un du service client va avoir une réponse, potentiellement un argumentaire, mais dans les faits, il ne peut pas avoir tout vécu. Là, ben, finalement, il y a une réponse individuelle de quelqu'un qui est pertinent. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux façons. Hein. Les gens veulent une réponse individuelle. Il y a deux façons d'avoir une réponse individuelle. C'est de faire quelque chose de très technique, de très algorithmique avec des cases, hein, ou d'avoir une armée de personnes qui répond aux gens. Cette armée de personnes-là, c'est la Undis Family. Et ça, le digital le permet. C'est vraiment quelque chose d'important. Et aujourd'hui, je pense vraiment que grâce au digital, on va pouvoir accompagner les gens quotidiennement. Et c'est vraiment quelque chose qui n'était pas possible avant parce qu'on ne pouvait pas aller jusque-là. Je prends un concurrent sportif qui s'appelle Nike. Vous prenez par exemple Nike. Aujourd'hui, Nike, vous vendez des chaussures. Et Nike, vous mettez des spots télé, des spots cinéma, et puis faisait du sponsoring de vedettes. Bon, pour vivre une mission, pour vous aider à vivre la mission, bon, c'est quand même pas extraordinaire. Grâce au digital, ils ont fait des applications qui vous aident dans votre entraînement. Qui vous aident à faire du sport. Et aujourd'hui,
80% des gens qui vont en fait sur Internet, dans le digital pour Nike, c'est pas pour commander une paire de chaussures, c'est pour aller faire son footing quotidien, c'est pour faire ses abdos, c'est pour faire tout ça. On voit, ça c'est une relation quotidienne. Et ça, c'était pas possible avant. Un suivi quotidien. Exactement. Et donc Presque vous avez permanent. une relation. Et donc la marque a une relation quotidienne avec vous grâce à ça. C'est Jean-Bernard Della Chiesa, qui est directeur de l'innovation de sociétés qui ont réussi leur transformation digitale, qui est mon invité aujourd'hui, le groupe Etam en l'occurrence. On va prendre une question de Marie-Noëlle Renoir, qui vient de la poser en direct. Comment impliquez-vous les salariés d'Etam dans l'innovation? Avez-vous des process de design thinking ou avez-vous un innovation center chez Etam? Alors, il faut savoir que tout le monde peut participer à l'innovation. Par contre, il est vrai qu'il y a quand même une petite structure à avoir, une façon de passer pour faire de l'innovation. Et là, on a des équipes spécialisées. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'innovation, je vous ai dit tout à l'heure, il est impossible pour moi de savoir finalement le futur. Et très souvent, j'ai des technologies qui arrivent et j'ai plus le temps de savoir comment est-ce que les gens vont s'en emparer, qu'est-ce que… Tellement ça va vite. Mais tellement ça va vite. Donc en fait, la meilleure des choses à faire, c'est de faire une confrontation au réel. Et nous, donc, au groupe Etam, on a une structure qui ne fait que ce qu'on appelle des POC, Proof of Concept, et qui met très rapidement, moins de 6 mois, si on ne le fait pas en moins de 6 mois, on abandonne. C'est-à-dire qu'on considère qu'on s'est trompé, hein, on ne peut pas avoir une innovation qui prenne plus de 6 mois à faire, sinon c'est plus une innovation. Et on le confronte tout de suite au réel pour voir ce que ça donne. Par contre, il faut accepter beaucoup de choses. Ça ne peut plus être comme avant, où vous faisiez un pilote, vous faisiez en sorte que tous les messages étaient bien cadrés, qu'il n'y avait plus de bugs, vous faisiez en sorte que ça soit très bien pensé. Et à la fin, vous vous rendiez compte qu'en fait, les gens n'utilisaient pas du tout de la façon dont vous l'avez fait, que tout le temps que vous avez perdu, c'était pour rien. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on dit, OK, on fait très rapidement. Par contre, on sacrifie beaucoup de choses et on regarde comment les gens font. Et puis, on va se rendre compte que finalement, ce n'est pas tout à fait comme on le pensait. Et puis, c'est peut-être ce qu'on aurait appelé avant un échec. Mais à l'intérieur de ça, on va dire, mais finalement, il y a ça. Regarde bien, ça, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que les gens, par exemple, qu'on a fait très vite la livraison depuis Rivoli des culottes en 3 heures, j'étais très étonné de savoir est-ce que des gens allaient commander ces culottes en 3 heures en 1h30. Et on a fait très rapidement pour voir si ça marchait ou pas. Et on s'en rendait compte que oui. Mais dans les faits, personne ne commande pour avoir une culotte dans 3 heures. Les gens commandent en fait pour avoir leur culotte dans 1h30 ou dans 3 heures, ce qui coûte assez cher en 1h30, hein, pour dans 48 heures. Et là, quand même, je vous jure que sans un test en réel, jamais vous auriez pensé à ça. Et en regardant bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, en fait, prennent rendez-vous avec le livreur. Ils ne disent pas « je veux quelque chose dans 1h30 ». Ils disent « je veux être là quand tu vas livrer. Et comme je ne veux pas rester non plus toute la journée à la maison, eh ben, je vais payer pour avoir un créneau d'1h30 ». Dites-moi, ça vaut des fortunes d'avoir des bases de données, de connaissances aussi optimum de consommateurs? Comment ça va être géré, ça, dans l'avenir? Parce que les gens qui vont détenir le savoir digital, au fond, les datas sur ce qu'on consomme, comment on le consomme, presque comment on pense la consommation, c'est quand même, ça a un côté effrayant, ça aussi. Alors là, c'est un grand débat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que demain, en fait, deux choses vont une fortune. Hein. Il y a un gros débat entre ce sera la data et pour d'autres, ce seront les algorithmes. Bon, avec de l'intelligence artificielle au milieu en plus. Ouais. Et donc, dans les faits, les deux sont vrais. Hein, si vous n'avez plus de data, ça veut dire que vous n'avez plus votre fichier client. Aujourd'hui, une enseigne retail, elle est valorisée par son patrimoine immobilier, mais qui devient de moins en moins valorisé par rapport et son fichier client. Imaginez demain votre fichier client partira chez quelqu'un d'autre. Et c'est possible. Et là, il y a une vraie problématique. Une vraie problématique sur laquelle les Français sont très en retard, les Européens sont très en retard, alors qu'on a été très en avance. C'est le paiement. C'est terrible quand même de se dire qu'on a été l'inventeur de la carte bleue à puce, qu'on a devancé les Américains et encore aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est paiement au mobile, qui est donc en train de prendre la place du paiement, on est complètement à la traîne, que ce soit les Américains ou les Chinois. Mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, au moment du paiement, c'est là que vous captez toute la data. C'est au moment du paiement. Pourquoi est-ce qu'il y a une énorme bataille entre Amazon, Apple, Samsung et compagnie pour intégrer le paiement et intégrer leur système de paiement? Parce que c'est à ce moment-là que vous savez qui achète quoi. C'est à ce moment-là que vous avez les données clients. C'est à ce moment-là que vous faites les remises et donc vous allez justifier auprès du client le fait de savoir, d'avoir l'historique d'achat. Et demain, imaginons que demain, en fait, les gens, d'accord,
vous ne sachiez plus qui a acheté chez vous, mais que vous sachiez juste un numéro d'identifiant qui vous sera donné par Apple. Ah tiens, le numéro tant a acheté ça, merci, vous pouvez le livrer, mais mettez juste ça, je me débrouillerai. Parce qu'Amazon n'en est pas très loin quand même de ça. Finalement, vous pouvez très bien, si demain Amazon fait 50% des ventes qui passent par le digital et que les gens augmentent, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre la trace de tous vos clients. Vous allez plus qu'être un exécutant d'ordre. Et ça, c'est vraiment un point très dangereux. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus d'acteurs qui tirent la sonnette d'alarme sur le fait qu'en Europe, on n'a absolument aucun acteur de paiement qui tienne la route actuellement. Et donc, ça veut dire que toutes les données sont soit en Chine, soit aux États-Unis. Il y a du travail pour des gens comme vous. Alors, on va prendre une autre question de Raluca Lavina. Quelles sont les tendances 2017-2018, oui, on y est déjà, dans l'innovation du service client? Alors, mobile, réalité virtuelle, qu'est-ce qui arrive, Jean-Bernard Della Chiesa? Quelles sont les tendances qui arrivent là? Alors, on est sur la finalisation de tout ce qui s'appelle omnicanal, c'est-à-dire le fait vraiment de fusionner, je vais retirer ma commande en magasin, je suis livré. Donc là, on est pratiquement dans la finalisation de ça. Il y a encore des progrès à faire sur la RFID, le fait d'avoir les stocks exacts, tout ce que je vous ai dit, et juste si vous connaissez vos stocks, et vous devez connaître vos stocks. Si votre client vous demande d'être livré à l'heure ou dans les minutes, pour certains, ça arrive, si les gens veulent venir dans votre magasin et veulent être sûr qu'il y a du stock, vous devez connaître très très bien votre stock. Et ça, pour ça, c'est la RFID, c'est-à-dire le fait d'avoir une identification unique du produit. Ça, c'est important, c'est en train d'arriver. Ça fait longtemps qu'on en parle comme un serpent de mer, parce qu'il y a un type de prix, mais là, on y est. D'ailleurs, au groupe Etam, par exemple, Undies, à partir de juillet, tous les produits qu'on réceptionne seront étiquetés RFID. C'est-à-dire qu'ils seront tous identiques. Je saurai exactement en temps réel n'importe quel produit, où il est en France ou à l'étranger. Il aura son code. Il aura son code et je pourrais même vous dire s'il est dans une cabine d'essayage au moment où vous me demanderez s'il est disponible. Vous suivrez le produit. C'est déjà le cas à Rivoli. Je sais exactement en temps réel quels sont les produits en cabine d'essayage, quels sont les produits dans les mains des clients, quels sont les produits sur une surface de vente, en dessous, partout. En même temps, vous baissez les problématiques liées au vol, en plus, puisque vous surveillez le produit. Oui, mais je donne surtout beaucoup plus d'informations, beaucoup plus fiables. Donc, je peux faire une vraie promesse aux clients. Aujourd'hui, le niveau de service est très très fort grâce à ça. Quand je lui dis effectivement je vais te livrer, c'est pas pour rire. Et le deuxième point, c'est aussi la grosse tendance qu'on voit partout, qui n'est peut-être pas la tendance. Ça va commencer par des choses assez simples, mais c'est quand même ça va arriver en France, on ne le voit pas parce que justement, ce qui est inquiétant, c'est que tous les acteurs qui travaillent là-dessus sont aux États-Unis et ont développé ça aux États-Unis. C'est tout ce qui est l'intelligence artificielle et donc tous les assistants personnels. Et le vrai point, vous savez, on a parlé beaucoup de la révolution du mobile. On est passé du desktop au mobile. Donc ça a révolutionné pas mal de choses. Mais non, en effet, c'était une révolution, j'allais dire, une révolutionnette. Ça a révolutionné le fait que l'écran était plus petit, que les vidéos, plutôt qu'être en 16/9, se retrouvaient à la verticale. Enfin, c'est des choses très, très, j'allais dire, très, très simples. Maintenant, on a le monde de l'intelligence artificielle et du vocal qui arrive par rapport à nous. Et on l'a vu avec Amazon, Alexa, son Echo, Google avec son Google Home Assistant. Finalement, vous savez, ma fille, elle a 8 ans, elle s'est servie d'un smartphone depuis 3 ans, elle a appris à écrire à 6 ans. Mon smartphone ne sait pas que ma fille sait écrire. Pourquoi? Parce que jamais elle écrit quoi que ce soit. Elle parle à Siri, elle demande « Peux-tu me mettre mon petit poney ?» Donc jamais. Et ça, c'est en train d'arriver, c'est le vocal. Le vocal va tout changer. Le vocal va dire, vous allez poser une question, vous allez attendre une réponse. Et donc, quand je dis que vous allez attendre une réponse, c'est que vous allez attendre une réponse orale. Et vous allez entendre une et pas deux. Aujourd'hui, dans l'écrit, vous mettez quelque chose, par exemple, je cherche ça, vous avez 15 propositions. Et aujourd'hui, on travaille tous pour que les 15 propositions, on soit le mieux placés. Demain, vous n'aurez pas 15 réponses, parce qu'imaginez quelqu'un qui vous répond, tiens, qu'est-ce qu'il me répond? Alors, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça, tu vois, c'est bon. Tu me connais. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ça, c'est vraiment la très, très, très grosse révolution. Et aujourd'hui, effectivement, là encore, il n'y a aucun acteur français crédible qui travaille. Ce ne sont que des acteurs américains qui, grâce à ces questions, d'ailleurs, Amazon a fait un système qui va bientôt arriver en France, parce que comme ils parlent essentiellement anglais, on reparle de la langue, ils sont en train de le basculer pour qu'ils parlent français, qui s'appelle Amazon Look. Et c'est étonnant, je vous engage à aller voir la vidéo sur YouTube de ça, où ils disent, vous savez quoi, le système, en fait, l'intelligence est dans le cloud. Elle n'est pas là. Donc, à chaque fois que quelqu'un lui pose une question dans le monde, il s'améliore, il devient plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un lui pose une question, ça fait de la data en plus.
Et ça, c'est vraiment un point. Mais ça, donc toute l'intelligence artificielle, ça va tout révolutionner. Et vous pointez un point qui est aussi vraiment dangereux. Parce qu'il faut évidemment toujours imaginer que ce type d'information et de connaissances puisse tomber un jour dans des mains voilà, qu'on n'apprécie pas ou qui veulent en faire une utilisation qui ne serait pas une utilisation vertueuse. Ah, ça, c'est terrible. Vous savez où ça a arrêté? Il y a une intelligence artificielle qui est développée encore par un Américain qui est IBM, qui s'appelle Dr. Watson. Hein, il est connu parce qu'il vient de battre encore le champion du monde de Go derrière. Et ils ont intégré ça dans un jouet pour enfants. Si on prend le côté très basique, on se dit c'est extraordinaire. Finalement, l'ami imaginaire est en train de devenir, grâce au virtuel, réel, ce qui est complètement fou. Et donc, il peut parler à cette intelligence dans un jouet qui ressemble à un dinosaure ou autre, chacun choisira un chat, enfin bref, et il répond. D'accord? Et il devient de plus en plus intelligent et de plus en plus adapté. C'est de plus en plus le compagnon de votre enfant, puisqu'il change tout. Et il l'accompagne à travers sa progression dans la vie et les âges. Mais ça veut dire que, est-ce que vous savez ce que votre enfant va dire à cet ami virtuel? Est-ce que vous êtes sûr de ce qu'il va dire? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez envie que de tout ce qu'il va dire soit effectivement noté et déporté? Et vous ne pouvez pas faire autrement, parce que ça doit sortir. Et un enfant parle de sa vie, de ses parents, naturellement, sans barrière. Oui, oui. Et si quelqu'un pirate et que c'est plus en fait ce que vous pensez qui répond à l'enfant, mais quelque chose d'autre. C'est très, comment dire, effectivement. Ce sont des questions. C'est des vraies questions. Et des questions éthiques. Alors il y a une question très pratique aussi de Mohamed Kabirou qui dit, et qui vous remercie Jean-Bernard de la Chiesa de cet exposé très intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant. Et qui dit, je voudrais savoir si la digitalisation, au fond, ne va pas aussi accentuer tout bêtement le chômage. Parce que tout le monde ne sera pas adapté à ce monde-là, qui va tellement vite que vous-même vous disiez que même des spécialistes comme vous aviez du mal à suivre la dernière tendance, à être en avance par rapport à ce qui se faisait. Au fond, vous perdiez même plus de temps dans les étapes intermédiaires, vous alliez directement à la prochaine étape. Alors est-ce que ça ne va pas au fond faire j'allais dire, presque des générations entières de gens inadaptés? Vous savez, on revient sur un thème qui a été évoqué de façon plus ou moins sérieuse, enfin très sérieuse pour celui qui l'a évoqué, puis certains ont réagi très étonnamment. C'était la problématique du revenu universel. Oui. C'est cette problématique de se dire, mais si à un moment donné, le digital fait tout, quelle sera la valeur travail? Bien entendu. Hein, donc, et même des très grands acteurs comme Zuckerberg et compagnie. C'est Benoît Hamon qui a mis ça au centre de sa proposition de campagne présidentielle. C'est un fait. D'ailleurs, je crois que c'est le docteur Alexandre qui milite beaucoup justement pour que l'intelligence artificielle soit portée par des acteurs aussi français, dit effectivement que vont devenir les emplois qui ne seront pas qualifiés demain, puisque l'intelligence artificielle est une forme de robotisation de l'esprit. Maintenant, je pense aussi que ça, c'est, comme toujours, c'est un trait qu'on poursuit très 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 loin. On voit que l'histoire, si on prenait aujourd'hui toutes les futurologues, ce qu'ils avaient prévu pour l'an 2000 et autres, on s'aperçoit que dans les faits, ça quand même sous-entend qu'il n'y a plus de place pour l'humain et qu'on sera tous très contents de parler en termes à quelqu'un. Mais dans les faits, je pense qu'on s'est dit les magasins seront là toujours pour porter les valeurs de l'enseigne. Je pense qu'il y aura toujours besoin de personnes qui répondent dans Talkie-Walkie et qui sont les ambassadeurs de la marque, de vendeurs qui vont répondre dans Talkie-Walkie. Et effectivement, ces vendeurs répondront depuis un magasin plutôt que d'un call center. Mais au final, si on regarde bien, je pense que l'humain aura toujours sa place. Et qu'effectivement, si on tire le trait jusqu'au bout, on va se dire « Ah oui, mais en théorie, c'est possible, mais en pratique, ce n'est pas ce qu'on attend. » Et je suis assez confiant là-dessus. Jean-Bernard de la Chiesa, à quoi vous rêvez, vous? À quel monde vous êtes au milieu de ce monde virtuel, digital? Et quelles sont les valeurs qui vous font rêver encore, justement, vous qui êtes au cœur de cet univers artificiel? Aujourd'hui, je pense réellement que moi, je rêve finalement d'échanges. Hein? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous rêvez d'humain dans un monde virtuel. Qui apparaît très virtuel, oui. Vous savez, aujourd'hui, alors je parlais d'une application de course, c'est pas pour rien, parce que je fais pas mal de courses. Et je partage beaucoup là-dessus. Oui. J'ai toujours, quand je partage mes images, vous savez, suivant l'heure, en fait, j'ai beaucoup de relations avec la communauté en face de moi. Et suivant l'heure le matin, j'ai beaucoup de relations avec des Asiatiques.
Et le soir, je suis plutôt avec les anglo-saxons américains. Pour quelle raison? À cause du décalage horaire? À cause du décalage horaire, effectivement. Bon, mais ça, sans digital, ça n'aurait jamais été possible. Donc, dans un sens, c'est une façon aussi, le digital, cette virtualisation réduit les frontières. Hein, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, ben, ok, effectivement, on pourrait s'imaginer dans un monde où on reste chacun chez soi avec son téléphone. Mais pour autant, j'ai jamais autant eu de contact avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés quotidiennement sans le digital. Donc, je pense que demain, je suis persuadé au contraire que demain, les choses iront pour le mieux grâce au digital. Je pense qu'on le voit dans toutes les guerres contre les dictatures, c'est les réseaux sociaux, ils ont joué un rôle, pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'on espère, mais dans les faits, ils ont joué un grand rôle alors qu'avant, tout restait complètement concentré. Alors que vous allez me dire, en tant que journaliste, ah oui, mais c'est aussi une façon de permettre de propager n'importe le phénomène des fake news. Hein. Mais je suis persuadé que le système s'auto-équilibrera et qu'au contraire, ce sera pour le mieux. Donc moi, ce que je rêve, c'est d'échanges. Le seul problème que je vois dans tout ça, mais je crois que vous le partagez aussi, c'est qu'autant on peut progresser dans le bien, aussi on peut progresser dans le mal. Imaginez qu'une marque demain est un problème majeur. Au fond, on ne peut plus le cacher non plus. Et donc, toute la construction qui a été faite peut être détruite aussi vite. C'est vrai, mais alors, et si effectivement c'est à la hauteur? J'allais dire, dans les faits, c'est un fait. Ça nous met à tous beaucoup plus, comment dire, on a une mission, vous savez, c'est le double tranchant de la mission. Hein. Vous avez une mission, vous mettez, voilà, moi ma mission c'est ça, ça vous met devant un devoir de cohérence. Et de responsabilité. Et de responsabilité. Alors, on a tous les logiciels d'e-réputation. Vous savez, on a des machines extraordinaires qui scrutent en permanence les réseaux sociaux pour voir ce qu'on dit de nous, hein, chez Wendy's, comme chez Etam, comme chez toutes les marques, hein, faut savoir. Et qui, avec des algorithmes plus ou moins pertinents, qui sont capables de dire si c'est un bon ton, un mauvais ton. Mais dans les faits, on ne fera que constater les dégâts. On pourra essayer de faire pompier. Mais dans les faits, si effectivement vous avez une mission et que vous faites quelque chose qui est complètement contraire à cette mission, j'allais dire, oui, c'est vrai, c'est un fait. Vous en subirez les conséquences. Le TripAdvisor. Ouais, exactement. Du digital. Merci Jean-Bernard Della Chiesa, directeur de l'innovation de sociétés formidables que sont Etam, Indies, toute cette communauté au fond de sociétés qui ont donc une mission aussi, c'est contenter les femmes. Quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. Les sublimer, leur permettre d'exprimer leurs différences. Quel joli mot. Merci d'avoir été l'invité d'IFG Live, le rendez-vous des dirigeants. Je voudrais remercier évidemment Jean Alessandri, Isabelle Viguier, d'avoir permis, avec les équipes techniques de l'IFG ici au Campus Eiffel, de réaliser cette émission. Merci beaucoup, bon vent. Et alors une course demain matin, le soir ou le matin, la course? Le matin, à Paris et encore plus aujourd'hui, le matin. Merci à tous, au revoir et à très vite.